Le triathlon est souvent réputé comme un sport de riches, peut-être à cause du prix de ses équipements qui peuvent sembler à première vue exorbitants. Pourtant, il est possible de se procurer du matériel sans se ruiner, que l'on soit un novice ou bien encore un athlète aguerri. Alors quel budget allouer à sa préparation? Quel matériel doit-on se procurer pour être à la pointe de l'équipement? Et quelles sont les astuces pour s'équiper efficacement sans dépenser toutes ses économies? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. C'est parti! Vous écoutez Dans la tête d'un triathlète, le podcast qui vous aide à réaliser vos défis et vous motive tout au long de votre préparation. Hello à tous et bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un triathlète, l'émission pour toutes celles et ceux qui souhaitent réaliser des défis hors normes. Je m'appelle Guillaume et je suis accompagné de Tristan, coach en triathlon et créateur de la chaîne Ironhuman. Salut Tristan, comment ça va aujourd'hui ? Salut Guillaume, écoute, très heureux encore une fois de te retrouver pour enregistrer un podcast. Surtout que là, les premiers podcasts, on a pu avoir les premiers retours et les gens ont fait des remarques très constructives dessus, donc vraiment content. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu épineux, donc va falloir bien se préparer. Effectivement, et tu fais bien de le souligner Tristan, vous avez été très nombreux à suivre les premiers épisodes Dans la tête d'un triathlète. Ça prouve qu'il y avait vraiment une demande sur un podcast francophone sur le triathlon et ça nous fait plaisir de pouvoir y répondre, en tout cas en partie. Pour celles et ceux qui nous écoutent depuis un iPhone, plus de 120 évaluations avec des petits mots. Donc ça nous fait très plaisir. Ça fait plaisir de savoir qu'on peut compter sur vous pour le référencement et pour nous donner vos avis pour qu'on puisse s'améliorer. Pareil sur Instagram et sur Facebook, on a reçu beaucoup de petits mots pour celles et ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux. Bref, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a de l'engouement autour de ce projet, de voir qu'on est soutenu. Donc, merci infiniment. Sinon, Tristan, je te propose qu'on rentre dans le sujet d'aujourd'hui. Un sujet, j'ai envie de dire presque sensible, qui va concerner l'équipement et le prix des équipements. Comment s'équiper à bon prix. C'est un sujet sensible, je disais, parce que presque chaque triathlète a son avis sur cette question. Est-ce que vraiment on peut s'équiper sans dépenser des 1000 et des 100 en triathlon? Parce que ce sport, un peu comme le golf ou les sports mécaniques, a cette réputation d'être un sport pour riches, entre guillemets. Et c'est vrai que quand on voit le prix de certains vélos ou encore, je pense à des combinaisons trifonctions, eh bien on peut très vite prendre peur. Alors, je vais te poser ma première question. Est-ce qu'on peut pratiquer le tri, même si on n'a pas la chance d'être rentier ou encore un chef d'entreprise d'une start-up cotée en bourse ? Là, je pense qu'on va attaquer le stéréotype le plus présent dans le triathlon, le fait de dire que le triathlon est un sport cher. Donc, c'est tellement ancré. On va essayer d'y apporter quand même un petit peu de nuance, voilà. Il y a pas mal de choses à se dire. Je pense que les gens, quand ils passent au triathlon, ils se disent bon, il y a 3 sports, c'est forcément 3 fois plus cher que n'importe quelle pratique. Je vais te dire à quel point est-ce que c'est vrai. J'ai fait un sondage pour savoir à quel montant est-ce que les gens estiment la pratique, le coût du triathlon juste pour pratiquer, vraiment le tout départ. Et les gens m'ont dit pour commencer à pratiquer, mais je parle même pas de performance ni rien, juste pour commencer à pratiquer, ça coûte au minimum 1 500 €. Et là, Guillaume, je t'avoue que je suis tombé des nues. Je me suis dit, c'est pas possible d'en arriver là, quoi. Et il va falloir vraiment agir sur le sujet pour montrer aux gens que non, le triathlon pour débuter ne coûte pas si cher. Donc cet épisode, pour moi, il va avoir beaucoup de sens. Pour moi, il y a peut-être plusieurs raisons à ça. Peut-être l'influence des réseaux sociaux, le fait qu'on met en avant beaucoup de produits, qu'on met beaucoup de produits chers en avant, alors que pour la grande majorité des gens, c'est des outils qui ne les intéresseront pas. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, du fait de choisir ses équipements en fonction de ses besoins, en fonction de ses objectifs. Et une fois qu'on a déterminé ça, eh bien, on va pouvoir prévoir les coûts. Voilà, c'est ça qui va être le plus intéressant. Tu sais aussi, Tristan, peut-être que quand on ne pratique pas le triathlon, on peut chercher aussi des barrières, on peut se chercher des freins et on peut avoir tendance peut-être pour justifier un non-passage à l'action, peut-être de s'imaginer que le triathlon coûte très très cher et n'est pas accessible, alors que finalement pour commencer le triathlon, on a besoin de quoi ? Allez, un accès à une piscine, généralement chez moi à Levallois, l'accès c'est 8 €, une paire de chaussures pour faire du running et un VTT, et ça y est, on peut déjà se dire je prépare mon triathlon finalement. En tout cas, c'est sur le principe, c'est peut-être ça. Déjà, tu as dit que l'accès à la piscine coûtait 8 €. Tu viens de perdre 90% des Français avec cette phrase. À Levallois, Ouais, la voilà. piscine, elle n'est pas donnée, la piscine à Levallois. Mais les abonnements ne sont pas si chers que ça, surtout quand on est riverain. En tout cas, Tristan, je te propose qu'on soit pragmatique. Est-ce qu'il est possible, est-ce que toi, tu peux nous en parler, d'évaluer concrètement la réalité de combien coûte un équipement complet en triathlon?
car je dois t'avouer que j'ai quand même besoin, moi, d'organiser mes finances et peut-être aussi d'adapter ma liste au Père Noël en fonction. Donc, est-ce que tu peux nous rétablir un peu la vérité sur combien coûte le budget en évaluation d'un triathlon? Tu vas voir, on va pouvoir aborder plusieurs catégories, plusieurs objectifs, plusieurs priorités qui vont amener à des prix de pratique différents. Ça va aller de quelques centaines d'euros à évidemment plusieurs milliers d'euros. Ce que je veux vraiment mettre en avant, c'est que le triathlon est un sport moins cher que ce que l'on pense. Par contre, c'est vrai que de la même manière qu'en triathlon, on peut beaucoup s'entraîner. Dès le moment où on va chercher à être extrêmement performant, dès le moment où on va chercher le top niveau, il ne faut pas se leurrer, le triathlon est un sport cher. Et comme je l'ai dit, quand on regarde les triathlètes professionnels, quand on regarde les gens sur les réseaux sociaux, ils ont énormément de matériel. Et toi, en tant que futur triathlète, tu vas avoir un petit peu de difficulté à pouvoir définir un budget parce que c'est compliqué de se projeter dans une pratique que tu ne connais pas, dans une pratique où tu ne sais pas quand tu vas avoir besoin de quel matériel. Et c'est justement le risque, le fait de vouloir tout acheter ou tout du moins d'acheter trop de choses. Et même pire que ça, acheter et en oubliant des choses essentielles, ce qui fait que une fois que tu es confronté à la réalité de t'as besoin d'un matériel, t'as déjà dépensé tout ton argent, il va falloir rallonger les dépenses et c'est là où ça va commencer à devenir difficile. Donc je le répète, en fonction des objectifs, du niveau de la performance et aussi du montant qu'on est prêt à investir, puisqu'évidemment peut-être qu'on a envie d'être champion du monde mais qu'on n'a peut-être pas le budget pour le moment pour le faire, eh bien ça va changer tes priorités d'achat et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va définir toutes les catégories ensemble. Eh bien, c'est parfait et afin d'être le plus clair possible, Tristan, je te propose qu'on peut-être répertorie les différents matériels utiles dans le triathlon avec cette question. Pourquoi sont-ils utiles? Pourquoi sont-ils utiles et dans quelles circonstances? Et on pourra ainsi établir ce qui est indispensable ou pas afin de prioriser nos achats. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, exactement, ça me semble très bien. Parfait. Alors, tu sais, récemment, j'ai eu la chance de me balader dans un magasin spécialisé dans le triathlon. Et là, je dois t'avouer que j'étais un peu comme un gosse, dans un magasin de confiserie. J'avais les yeux qui brillaient. Déjà parce que moi, à titre personnel, je suis absolument fan des tenues de cyclisme. Je trouve qu'elles sont hyper stylées. J'adore, tu vois, les coupes, les visuels. C'est beau, quoi. Je veux dire, les tenues pour le vélo sont quand même très, 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 très beaux. D'ailleurs, c'est peut-être une des raisons qui m'a poussé, qui m'a donné envie, tu vois, non, je rigole, mais... c'est marrant, moi, c'était l'inverse. Tu vois, quand je voyais les cyclistes, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils s'habillent tous comme des cyclistes du Tour de France? Ils ne pourraient pas juste s'habiller comme tous les autres sportifs. Et maintenant que je suis cycliste et que je m'habille exactement comme eux, je fais, non, en fait. Ah non, mais ça motive aussi d'avoir des beaux vêtements, tu vois, des fois quand on n'a pas envie. Donc, il faut utiliser ça. Il y a aussi toute la partie accessoires. Je crois qu'en termes d'accessoires, de technologie dans le triathlon, on est aussi garni. Mais du coup, c'est vrai que c'est difficile de faire le tri dans tout ça, de savoir ce qui est vraiment utile et ce qui est secondaire. Alors, est-ce que tu peux nous aider à y voir plus clair pour ne pas se ruiner en s'équipant? Tu l'as dit, le triathlon, c'est un sport technologique et on pourrait penser que non, parce qu'il suffit juste de nager, de courir et de rouler. Et qui dit sport technologique dit qu'il y a énormément de nouveaux gadgets qui sortent tous les ans. Des gadgets, je ne pourrais même pas te dire leur utilité. Par contre, je pourrais te dire qu'ils coûtent plusieurs milliers d'euros. ça, c'est possible. Ce qui va être important, ça va être de différencier les différentes catégories de matériel qu'on va pouvoir acheter. Et pour ça, on va les séparer en 4 catégories, ce qui va nous permettre aussi de structurer l'épisode et de différencier les différents coûts. Le premier, ça va être ce que j'appelle le strict minimum. Sans ce matériel-là, tu ne peux pas pratiquer le triathlon. Alors, même, on va pouvoir dire que tu ne peux pas pratiquer agréablement parce que si chaque entraînement est une contrainte et un calvaire, évidemment, ça ne poussera pas à aller s'entraîner. Donc voilà, ça c'est le strict minimum. C'est le matériel que tous les triathlètes vont devoir prévoir au minimum dans leur budget. Ça, c'est le premier. Le deuxième, ça va être ce que j'appelle le matériel utile. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut faire sans, mais en fonction des objectifs, en fonction du niveau de performance qu'on veut avoir, en fonction de la progression qu'on espère, eh bien, il va peut-être falloir rajouter 1 ou 2 petits billets à l'enveloppe de départ. Donc ça, c'est le matériel utile. Le troisième, et c'est là où on rentre dans les budgets un petit peu supérieurs, c'est ce que j'appelle le matériel de luxe. C'est en gros un matériel qui ne limite pas ou alors très peu, donc autant te dire que ça intéresse que très peu de triathlètes en réalité. Voilà, ça limite que pas ou très peu la performance. Par contre,
ça peut être des achats plaisir. Tu l'as dit tout à l'heure, voilà, on a envie d'être classieux, on a envie de bien rendre quand on veut s'entraîner, et c'est un fait. Et ça, pour le coup, moi, quelqu'un qui a un niveau très très humble et qui pour le coup dépense des milliers d'euros dans sa pratique, ça ne me dérange absolument pas. Le plaisir, l'achat plaisir, ça fait aussi un petit peu partie de la pratique. Après, il faut aussi réussir à freiner ses ardeurs et c'est quand même un peu compliqué, surtout quand on aime la mode et la techno. Mais bon, je pense qu'on va être raisonnable. En tout cas, je te propose qu'on catégorise en 3 parties. C'est une bonne chose. Comme ça, nos auditeurs, s'ils sont débutants, eh bien, ils vont pouvoir avoir une idée de ce qui est essentiel dans cette pratique-là. Et peut-être les auditeurs qui sont plus experts vont avoir des idées de matériel ou des conseils sur des équipements qui peuvent être utiles dans un second temps avec un certain niveau de pratique. Donc, tant mieux. Tout le monde trouvera son compte dans cet épisode et c'est très, très bien. Alors, je te propose qu'on commence par l'essentiel, le strict minimum. Moi, je suis en plein dedans. Je t'avoue, pour l'instant, j'ai mon vélo et j'ai une tenue que j'ai achetée en solde dans un magasin. Je vais devoir peut-être un petit peu enrichir mon équipement. Donc du coup, en termes d'essentiel, du strict minimum, on a besoin de quoi en essentiel quand on veut préparer un triathlon ? Déjà, tu soulèves le fait que là, la période où on enregistre le podcast, c'est bientôt les soldes. Donc là, tous ceux qui veulent réduire leur enveloppe budgétaire, c'est peut-être le moment. On va commencer par le textile, puisqu'en fait, c'est le truc fondamental. On va pas courir tout nu, on va pas nager non plus nu. Les piscines ne l'autoriseraient pas. Ça peut paraître bête, mais c'est une dépense qui est non négligeable. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ? En natation, on va avoir le maillot de bain, on va avoir le bonnet. En course à pied, on va avoir un shirt, un t-shirt. En vélo, on va avoir le cuissard, le maillot à la limite. Et puis, si on est assidu toute l'année, forcément, si on s'entraîne et qu'il fait froid, en hiver, il va falloir racheter des vêtements un peu plus chauds, des vêtements un peu plus longs. Et si on s'entraîne beaucoup, de la même manière, on va devoir multiplier le nombre de tenues pour s'entraîner toujours dans des habits propres. Donc tout ça, ça a un coût, et ce que j'ai envie de dire déjà, on n'est peut-être pas obligé de tout acheter d'un coup. Ça, c'est une première chose. Si on englobe tout et que là, je te devais te dire, ok, si tu devais prendre les affaires d'été, les affaires d'hiver, et puis que tu devais t'entraîner 3 fois par semaine, forcément, l'enveloppe serait énorme. Le fait est que l'hiver, on n'y est pas encore. Peut-être que pour l'instant, tu t'entraînes que 1, 2 ou 3 fois à vélo. Je sais pas, à toi de me dire. Donc, tu n'es pas obligé d'acheter toutes les tenues. Et personnellement, c'est ce que je recommande. Quand on débute, on a un niveau d'entraînement et un volume d'entraînement souvent inférieur à ce qu'on va avoir dans 1, 2, 3, 4, 5 ans en fonction de l'évolution qu'on a. Donc, forcément, à partir de 10 ans, tu ne peux pas comparer l'enveloppe budgétaire que t'a coûté le triathlon par rapport à celle pour débuter. Et là, je parle bien du strict minimum. Donc, c'est qu'est-ce qui nous permet d'avoir accès. Je vais te prendre un exemple personnel pour que les gens puissent se rendre compte. Quand j'ai commencé le vélo, par exemple, je n'ai pas investi dans un maillot cycliste. Je n'en sentais pas le besoin, j'avais juste besoin de prendre mes clés sur moi. Bon, j'avais un endroit pour les mettre sur mon vélo. Ce qui fait que déjà, ça, quand tu t'entraînes 2-3 fois à vélo par semaine, ça a réduit déjà un tout petit peu les coûts. Et il n'y a qu'après 1 an où je me suis dit, enfin peut-être pas 6 mois quand même, il n'y a qu'après 6 mois que je me suis dit, bon allez, quand même un petit maillot cycliste, ça sera plus simple avec les petites poches, je vais pouvoir mettre mon téléphone, je vais pouvoir mettre ce qu'il faut dedans. Mais voilà. Le fait de pouvoir répartir dans l'année et dans les mois ces achats, ça fait partie aussi d'un point clé. Après, sur le tissu, là je parle bien du textile de base, évidemment, là, tu vas pouvoir avoir des textiles de plus en plus techniques, tu vas pouvoir avoir des tissus de marques prestigieuses qui vont pouvoir être chers, mais ils ne sont pas obligatoires. Le textile de base marche très très bien si on veut juste s'entraîner. On voit très bien l'image de Rocky Balboa là, dans son sweatshirt qu'il a trouvé au fond de son armoire, et ça l'empêche pas de courir. Eh bien, pour nous, c'est exactement la même chose. Ah, c'est vrai que Rocky, il avait la classe quand même avec son sweat à capuche en montant les marches de Philadelphie. Mais plus généralement, si on remonte effectivement 15, 20, 30 ans en arrière, les athlètes, ils couraient avec des t-shirts en coton, tout ce qu'il y a de plus basique. Et là, à cette époque, il n'y avait pas de tissu Colmax, Lycra ou encore Gore-Tex. Et pourtant, les performances, elles étaient très honorables et même certaines meilleures que des performances d'aujourd'hui. Donc, comme quoi, la technologie et le matériel, c'est loin de faire tout dans le sport. Mais sinon, si on laisse un petit peu de côté le textile et qu'on s'intéresse au vélo, parce que c'est quand même le vélo quelque chose d'assez important et stratégique dans le triathlon, comment est-ce qu'on doit s'y prendre ? Parce que, je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai que s'entraîner au triathlon avec un VTT, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Alors, il y en a peut-être qui utilisent des vélos de ville. Je sais que sur l'hippodrome de Longchamp, on voit même des fois des Vélib pour les plus téméraires, comme quoi on voit quand même pas mal de choses. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur la partie vélo ? T'as raison. Après le textile, on va s'adresser maintenant au vélo, puisque le triathlon sans vélo, c'est compliqué. Mais encore une fois, personnellement, mon vélo, je l'ai acheté par exemple que 6 mois après avoir voulu commencer le triathlon. Ce qui veut dire que cette dépense qui est importante, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même ton matériel le plus cher, tu peux quand même aussi, pas l'acheter forcément tout de suite, mais un petit peu après.
Le vélo, là, ça va être le point clé. C'est vraiment ce qui peut avoir une amplitude de budget le plus grand. Et quand je dis le plus grand, là, on va pouvoir avoir des vélos à quelques centaines d'euros, comme on va pouvoir avoir des vélos à plus de 10 000 euros. Et t'imagines bien qu'un vélo à 10 000 euros, il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas besoin. Ou alors, juste pour le plaisir, ça peut être possible. Si on a envie de juste pratiquer le triathlon, on peut commencer vraiment avec un vélo bas de gamme. Quand je dis bas de gamme, ça peut être par exemple les premiers prix neufs qu'on peut trouver dans une certaine enseigne française à partir de 300 euros pour des vélos de route, à partir de 200 euros pour des VTT. Voilà, ça c'est les premiers prix. Une possibilité aussi, ça serait d'acheter un vélo d'occasion. Toi, il me semble que tu as acheté ton vélo d'occasion et là, on peut faire aussi des bonnes occasions. Ce qu'il faut se dire, c'est que le corps, tant qu'il est dans la même position, quand il est monté sur un vélo, que tu sois sur un Vélib, que tu sois sur un vélo à 300 euros, que tu sois sur un vélo à 10 000, il ne va pas faire la différence. Ok, la performance en soi, elle va être modifiée. Mais si la performance ne t'intéresse pas, eh bien, ce qui compte, c'est juste que tu progresses en tant qu'athlète. Et si tu as un vélo à 300 euros, eh bien, dis-toi juste que tu progresses, tes qualités physiques progressent, et le jour où tu auras entre les cuisses un vélo à plusieurs milliers, eh bien là, peut-être que ça va pouvoir mettre en avant toutes les qualités physiques que tu as, mais en attendant, ça ne freine en rien ta progression, ça freine juste le chrono à la limite que tu peux avoir en compétition, mais quand on débute le triathlon, c'est peut-être, j'ai envie de te dire, le moindre de tes soucis. Après, au-delà du prix, on peut aussi parler du type de vélo. Là, j'ai parlé du vélo de route, mais évidemment, ça peut être la même chose avec le VTT. À savoir qu'en triathlon, il y a des courses spécifiques. Je pense principalement au circuit Xterra, qui est un circuit plus nature. Donc, c'est-à-dire que le vélo, ça va être du VTT, ça veut dire que la course à pied, ça va être du trail. Donc, on peut très bien commencer le triathlon avec un VTT. On va pas se mentir que on peut très bien avoir le petit VTT dans le fond du garage dont on ne s'est pas servi depuis des années. Eh bien, on peut le mettre à contribution pour notre début dans la pratique du triathlon. C'est une possibilité. À savoir quand même que certains triathlons n'autorisent pas l'utilisation de VTT sur leur course. Donc ça, d'un point de vue réglementaire, c'est intéressant. D'accord, donc du coup, pour cette première partie où on s'intéresse vraiment aux indispensables pour commencer, pour débuter en triathlon, tu nous as conseillé de ne pas se ruiner sur la partie textile, ça ne sert à rien. On peut réutiliser du matériel qu'on a par exemple pour la course à pied, acheter juste peut-être un cuissard pour la partie vélo. Et pour la partie vélo, pas besoin d'avoir un vélo à des milliers d'euros, ça ne sert à rien. On peut très bien commencer à s'initier sur un vélo premier prix à 300 euros qu'on peut trouver, un vélo de route dans un célèbre magasin français. On peut aussi avoir recours à du matériel d'occasion. De toute façon, la progression, elle sera la même si on a un vélo ultra performant ou un vélo peut-être premier prix. Même, ça va nous permettre de pouvoir bénéficier d'une progression peut-être plus soudaine quand on passera sur un vélo de catégorie supérieure. Donc, c'est aussi intéressant. Et si on s'intéresse maintenant aux chaussures, parce que dans le triathlon, les chaussures, c'est pas seulement une affaire de course à pied. Je crois que tu as des chaussures spécifiques même pour le vélo. Alors les chaussures en course à pied, évidemment, oui, c'est indispensable, à moins que tu aies envie de courir pieds nus ou en tongs. Il va falloir investir un tout petit peu et c'est, en tant que coureur, tu le sais, c'est le budget le plus important. Surtout pour toi qui cours quand même relativement beaucoup. Ah, on en consomme des chaussures, c'est vrai que s'il faut les changer tous les 2-3 mois, ça fait un budget à la fin de l'année. Ouais, après, comme je l'ai dit au tout début, toi tu cours, tu courais en tout cas pour ta préparation marathon plus de 100 km par semaine. Pour des gens qui courent 20-30 km, ce qui représente quand même beaucoup de gens, rassurez-vous, vous ne ferez pas une paire de chaussures tous les 2-3 mois. Ça encore, ça peut être une image qu'on peut avoir en regardant des coureurs de bon niveau ou en regardant des coureurs professionnels. Mais le fait est qu'ils courent quand même énormément plus que nous. Donc ça, déjà, il faut l'avoir en tête. Après, il y a des gammes de prix différentes pour les chaussures de course à pied. Il y en a des plus ou moins chères, il y en a des plus ou moins efficaces. Et puis, le problème, c'est que quand on débute, alors... On pourrait se dire, j'ai pas forcément besoin de chaussures très très chères, je débute, je vais prendre les premiers prix. Là aussi, c'est pas non plus idéal. Il vaut mieux directement investir dans des chaussures quand même de bonne qualité. Pas forcément, surtout en ce moment, on a des chaussures à 270 euros, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais acheter les premières chaussures à 15 euros. Dites-vous qu'en tant qu'amateur, vous êtes quand même fragile. Donc là, on va pas non plus lésiner sur les dépenses sur cette partie-là. Personnellement, les chaussures que j'achète, tu vas pouvoir nous dire après, surtout quand il y a des soldes, en réalité, dans des grandes enseignes, des chaussures qui sont très très bien, elles coûtent 70, 80 euros, quelque chose comme ça. C'est clair. Moi, à titre perso, les chaussures que j'utilise, tu sais, il y a en plus la mode a cet effet positif parce que toutes les saisons, tu as des changements de collection, des changements de coloris et tu as aussi des modèles qui vont jusqu'à le modèle 35, 36, 37, 38. On comprendra la marque. Exactement. Et l'avantage, c'est que le modèle d'avant,
va baisser de manière drastique. Et moi je te donne un exemple, mes chaussures qui coûtent 120 € en temps normal, je peux les avoir à plus que moitié prix si je les achète dans le bon créneau juste avant la semaine de sortie d'avant le nouveau modèle. Donc moi j'ai pris cette habitude-là. Je sais que la marque, une semaine avant les nouveaux modèles, lance une promotion sur son site internet. Et j'en achète 2-3 paires. Et voilà, c'est réglé. J'ai toujours un modèle en différé. Mais je fais quand même des sacrées économies et finalement j'ai une paire de chaussures de très bonne technologie, de très bonne facture à moins de 70 €. À croire que d'une année sur l'autre, on perdrait plusieurs minutes sur 10 km avec les chaussures d'ancien modèle. Même moins de 60 €. Je crois que mes chaussures, je les paye, parce qu'il y a toujours un petit code et tout, 57-58 €. Tu nous donneras les bons plans. Voilà. Il suffit juste de suivre les réseaux sociaux des marques et ils communiquent sur ça. Vous avez 2-3 jours. Voilà, on fonce quoi. Donc ça, c'est pour les chaussures en course à pied. Et on a aussi les chaussures à vélo. Et là on va pas rentrer sur le débat tout de suite. Mais sache que pour moi, là, on est dans la partie matériel utile. Pour moi, les chaussures spécifiques vélo, donc avec des clips là, pour clipser sur les pédales, ce n'est pas essentiel. Alors là, il y a tous les cyclistes qui sont en sueur, en train de dire « Mais qu'est-ce qu'il est en train de se dire ?» Je répète, pour moi, ce n'est pas essentiel. Donc, on ne va pas en parler dans cette partie. Bon, ça me rassure parce que récemment, j'ai posté une photo sur les réseaux sociaux de mon vélo où j'étais tout fier dessus et j'ai reçu, alors je sais pas, 50, 60 messages de personnes qui me disent « Mais t'as pas les chaussures mécaniques ?» Alors bon, je rappelle que je suis dyspraxique, que j'ai encore des soucis d'équilibre et que j'aimerais déjà être bien à l'aise sur mon vélo avant de mettre des chaussures parce que ça peut aussi être source de stress quand on débute. Donc je voulais pas m'imposer ça, donc je l'assume complètement. Mais j'ai bien vu qu'il y avait une relation particulière avec ces chaussures. Un amour particulier. Il y a des gens qui mettent beaucoup d'intérêt à ces chaussures mécaniques. Donc bon, tu vas nous en dire plus tout à l'heure, mais je sais pas, c'est peut-être freudien, c'est peut-être. On peut creuser. Il y a peut-être quelque chose dans l'histoire de leur petite enfance qui va s'expliquer. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant de parler de matériel, c'est parce qu'il y a tellement de choses que les gens achètent, tellement de choses, et après forcément ils disent bah oui c'est cher, ça m'a coûté 1500 balles, mais en fait t'avais pas besoin d'acheter tout ça, tout du moins pas tout de suite. Bon, est-ce qu'on a fait le tour de tous les équipements essentiels en triathlon? Alors essentiels, je parle bien. Ouais, alors non, il nous reste quand même quelques petits accessoires essentiels. Là, on va plus aussi parler de confort. Hein. Par exemple, un casque à vélo, ça peut être quand même pas mal, hein, même si d'un point de vue réglementaire, on n'est pas obligé au-dessus de 12 ou 13 ans, il me semble. Pour votre sécurité, mettez un casque. Par exemple, des lunettes. Alors, lunettes de piscine pour les yeux, quand même, avec le chlore, c'est mieux. Lunettes de soleil. Et puis, tu vas avoir aussi pas mal d'outils. Enfin, tu vas avoir aussi pas mal de matériel d'usure, c'est-à-dire par exemple une chambre à air à vélo, un pneu ou alors bien des produits d'entretien, parce qu'un vélo c'est mécanique et tu as besoin d'entretenir un peu tout ça, donc un peu de dégraissant, un peu de lubrifiant pour la chaîne par exemple. Et puis après, si tu commences à beaucoup t'entraîner, il va y avoir aussi tout ce qui va être nutrition pendant l'effort. Mais bon, il y en a beaucoup, une petite banane dans la poche, hein, ça fait largement l'affaire. Voilà, donc ça c'est pour le petit matériel. Mine de rien, voilà, ça fait une petite somme à rajouter et faut pas l'oublier. Voilà, c'est tout. Pour synthétiser, à combien toi tu estimes le matériel strict minimum quand on débute le triathlon? Voilà, j'ai envie de me lancer sur triathlon, de m'initier en tout cas à ce sport. Pas forcément les moyens d'y mettre des 1000 et des 100. Combien tu évalues le budget qu'on doit dégager à peu près pour être crédible et pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions, s'initier en tout cas on va dire dans de bonnes conditions? Combien tu estimes ce budget-là? Ah là on est sur la question pivot, là, la question que tout le monde va intéresser, c'est là où les 1500 € du sondage vont faire très très mal. Déjà j'ai envie de dire quelque chose. Si on débute, ça va dépendre de où on démarre. Par exemple, toi, tu démarres en tant que coureur, donc tu as déjà un petit peu de matériel. Tu as des t-shirts de sport, tu as des shirts, tu as des chaussures. Le mieux, évidemment, ça serait de venir du cyclisme. Hein. C'est là où ils ont quasiment aucune dépense à faire. Pour cette question, j'ai fait une petite projection pour me mettre dans la peau de quelqu'un qui voulait commencer le triathlon de zéro. Et bien là, je suis allé sur plusieurs petits sites, mais en grande majorité sur une marque française. Voilà. Va y avoir tout ce qui va être textile, équipement, chaussures. On l'a dit, chaussures, j'insiste. Hein, déjà, j'ai pris une chaussure d'une grande enseigne. Voilà. Et j'en ai eu pour... Attention, donc là on avait deux têtes, deux tenues pour la course à pied, deux tenues pour le cyclisme, donc cuissard, maillot, et en plus j'ai pris un maillot hiver donc qui coûte un petit peu plus cher. J'en ai eu pour 250 €.
Donc là, je suis pas surpris. Ouais, donc là déjà, là, les gens sont en train de dire quoi, 250 €, mais c'est le prix que je paye en licence pour mon petit, pour le judo. Bah ouais, voilà. Et puis bon, à ça évidemment, tu rajoutes le vélo. Donc là, on a dit 300 € pour le vélo, puisque ce qui nous intéresse quand on débute le triathlon, c'est d'avoir un matériel qui ne freine pas notre progression. Ce qu'on veut, c'est progresser en tant qu'athlète. Et une fois qu'on progresse, après, une fois qu'on se dit bon bah là, franchement, il y a moyen que je fasse des petites performances. Si on a le budget nécessaire, on peut se dire bah là, je commence à me faire un petit peu plaisir. Là, je m'achète un vélo meilleure gamme. Là, je m'achète ci, là, je m'achète ça, et je vais commencer à monter en performance. Mais dans un premier temps, ce qu'on veut vraiment, c'est ne pas limiter notre progression. Et pour ça, bah, si tu rajoutes le vélo avec le textile, bah, au final, on en a pour 550 €. Voilà. Donc, imagine déjà, si tu es déjà cycliste, le passage du cyclisme au triathlon, ça te coûte moins de 200 €. Donc, 150, 200 €. Donc, moi, je veux bien qu'on dise le triathlon c'est cher, mais si on dit le triathlon c'est cher en pensant que ça coûte 1500 €, là je suis pas d'accord. Et si on dit le triathlon c'est cher, j'ai envie qu'on dise aussi le cyclisme c'est cher. Et puis il y a aussi plein d'autres sports qui sont chers. Donc je remets pas en fait que le triathlon coûte de l'argent, parce qu'évidemment, bah, la pétanque par exemple, ça c'est un sport qui coûte pas cher. Hein, t'achètes tes boules et puis voilà. Et encore, je suis sûr qu'il y a des boules qui doivent coûter. Ouais, qui est en carbone là, ouais. On est capable de tout. Mais c'est pour ça. Alors, je vais pas non plus en faire toute une histoire. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il y a des gens qui peuvent freiner leur arrivée sur le triathlon en ayant justement ces pensées négatives, en se disant bah désolé, mais moi j'ai pas 1500 balles à mettre dans le triathlon, et ça freine des nouveaux adhérents, alors que dans la réalité ça ne coûte pas ce prix-là. Ouais, mais c'est comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être la bonne excuse pour ne pas se lancer. Et en tout cas, moi, si j'ai fait le calcul des dépenses que j'ai engendrées là pour m'initier du coup au triathlon, donc pour l'instant j'en suis à peu près à 430 €. Alors effectivement, j'avais déjà une tenue de course à pied, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'auditeurs qui ont un short de course, des Évidemment. chaussures. On va partir du principe que voilà, beaucoup d'auditeurs ont déjà ça, et avec un vélo de route de marque et une tenue de marque aussi. Donc j'en ai pour moins de 500 €. Donc finalement, et déjà je trouve que je suis déjà assez bien équipé pour partir à l'entraînement et m'entraîner Ouais, et puis correctement. tu peux t'entraîner, t'as pas besoin d'être dans un club, donc t'as pas besoin de payer ni une cotisation club, t'as pas besoin de tout de suite payer une licence. Donc ouais, il y a aussi des frais que tu gagnes aussi de ce côté-là. Moi, le truc, c'est que par exemple là, il y aura toujours des gens pour te dire ah mais ta tenue, elle est pas assez de bonne qualité. Moi, en un an, j'en utilise 3 des tenues, machin. Là, ce que j'ai envie de dire aux gens aussi, c'est que si tu roules 10 000 km, 15 000 km par an, tu passes quand même énormément de temps sur ton vélo. Donc à ce moment-là, c'est peut-être aussi normal d'accorder un budget supérieur si dans ta vie, le cyclisme ou le triathlon prend la moitié de ton temps. Donc là, à ce moment-là, il y a aussi un budget qu'il faut remettre, qu'il faut relativiser. Je prends par exemple, il y a des gens qui fument, il y a des gens qui vont en soirée. Bon, bah, si le triathlon, c'est vraiment une passion, et que vous êtes à vous dire, ah oui, mais moi, un cuissard de vélo, ça me dure une saison et demie, bien que moi j'ai les 3 mêmes cuissards depuis plus de 20 000 km et je les ai pour l'instant pas changés, je compte pas les changer, bah on peut comprendre aussi que si ça prend de la place, on y accorde aussi plus d'argent. Et je vais finir avec une petite histoire. Simplement, j'ai 2 amis qui s'étaient mis au triathlon à mon insu, je vais peut-être pas dire ça, mais sans que je le sache en tout cas, et je les ai croisés à une compétition, donc c'était à Deauville. Les compétitions, tu sais ce que c'est, hein, les gens ils roulent un peu des mécaniques, les gros vélos à 5 000 €, les belles tenues, les beaux casques, et aujourd'hui je fais partie de ces gens-là, donc je fais pas non plus pareil, je rends pas non plus une bonne image d'un sport qui coûte pas cher. Et ces amis-là, eh bien ils avaient leur fixie, tu vois, qui était dans le fond de leur garage. Ils ont commencé à rouler vraiment tranquille, voilà, pour se faire plaisir. Ils sont allés à la course vraiment en se faisant plaisir aussi. Ils étaient avec leur petit slip de bain, alors que tout le monde était avec leur trifonction super haut de gamme. Et ben ils ont fait leur natation, ils ont fait leur vélo. Deauville, la Côte des Gardes, avec un fixie. Autant vous dire que ok, faut s'accrocher un petit peu, mais ça en rien entaché leur plaisir. Et c'est vraiment ça qu'il faut essayer de mettre en avant aussi. Merci Tristan, j'espère qu'on aura bousculé certains et certaines dans leur a priori. Voilà, pas besoin d'hypothéquer sa maison pour s'initier au triathlon, et avec un petit budget, on peut se faire plaisir et déjà avoir le b.a.-ba des équipements indispensables en triathlon. Si on veut aller cette fois un petit peu plus loin dans l'équipement pour disposer d'un matériel peut-être un peu plus pointu, là tu nous conseilles d'ajouter quoi à cette liste si on veut passer peut-être à une étape supérieure? Bon, maintenant qu'on a répondu à la question est-ce que le triathlon est un sport cher qui tenait un petit peu à cœur, on va pouvoir maintenant rentrer dans le fait que oui, si on veut performer ou si on a des objectifs un peu particuliers, le triathlon commence en effet à devenir cher. Il faudrait quand même être de très mauvaise foi pour dire le contraire.
Là, on va rentrer non plus dans le matériel nécessaire, mais on va rentrer dans le matériel utile, celui qui va dépendre des progrès qu'on espère, qui va dépendre du niveau d'exigence en termes de performance qu'on cherche à avoir. J'ai parlé là juste avant avec l'histoire de trifonction, on va commencer par ça, parce que la trifonction c'est le textile du triathlète. Alors on l'utilise très peu à l'entraînement, mais on l'utilise énormément en compétition. La règle est simple, si en compétition tu es à la recherche d'un chrono, quel qu'il soit. Ou alors que tu recherches aussi une simplicité logistique, parce que quand tu n'as pas besoin de préparer la tenue de course à pied, la tenue de vélo, etc., la trifonction, c'est quand même beaucoup mieux, eh bien, ça devient obligatoire. Donc là, on a un bon exemple d'un matériel qui est en fait pas obligatoire de base, mais qui le devient en fonction des objectifs que l'on a. Et surtout, quand on est sur courte distance. Parce que forcément, plus les distances sont courtes, plus les transitions sont un aspect hyper important de la performance, presque, on dit, une 4e discipline. Donc là, la trifonction, on n'a pas vraiment le choix. Mais encore une fois, si par exemple on commence à s'entraîner et que notre première compétition est dans 6 mois, 1 an, la trifonction ça peut très bien s'acheter juste quelques mois avant la compétition, donc c'est un achat qu'on peut différer un tout petit peu. D'ailleurs, en parlant de trifonction, je vais finir en donnant une petite anecdote en termes de performance. J'ai vu le créateur de Drag to Zero. Drag to Zero, c'est une marque qui permet d'optimiser sa performance à vélo en jouant énormément sur l'aérodynamisme. Et j'ai vu que, alors sur une performance à 40 km/h, donc évidemment beaucoup de triathlètes n'atteindront peut-être pas ces vitesses-là, mais le fait d'avoir, aujourd'hui c'est les trifonctions, le textile est plus aérodynamique que la peau. Donc le fait d'avoir une trifonction avec des manches longues, puisque la surface des épaules en fait, offre énormément de résistance à l'air et c'est un moment clé. Donc le fait d'avoir une trifonction avec les manches longues permettrait à cette vitesse-là d'économiser à peu près 20 watts, ce qui est énorme, qu'on se demande pas. Mais ce mec-là est un spécialiste, donc je vous invite à regarder un petit peu son travail. C'est si aussi ça vous un intéresse. marchand. Non, parce que du coup, ils vendent pas de trifonction. Hein. Ils vendent juste le fait que si tu dois acheter une trifonction et que tu cherches la performance, achète-en une avec des manches longues. Oui, tu fais bien de le préciser parce qu'il pourrait très bien dire ça tombe bien, j'ai une trifonction. Oui, on les connaît. Et celle-là, non pas 20 watts, mais en plus 25 watts. Parce que non, si vous prenez l'option. Alors, c'est vrai que la combinaison trifonction, ça, c'est clair que ça représente un coût. Je t'avoue que je suis en plein dedans et actuellement, justement, je recherche la combinaison parfaite. Et c'est pas facile hein, parce elles sont pour la plupart hyper belles et performantes et que du coup, j'ai peut-être envie de toutes les acheter. Le plus dur, c'est de faire son choix. Est-ce que tu vois un autre équipement qui est utile, en tout cas perçu comme étant utile? Ah bah là, on va retourner sur le débat dont on a parlé tout à l'heure. On va parler des pédales automatiques et donc des chaussures adaptées à ces pédales-là parce que, bah, évidemment, on l'a pas dit tout à l'heure, mais il faut acheter les chaussures, il faut acheter les cales sous les chaussures et il faut acheter les pédales qui vont avec. Donc là, minimum, on parle déjà de 100-200 € en plus dans l'enveloppe. Minimum, hein. Et puis en plus les chaussures après on peut aller dans le matériel de luxe de la même manière que en course à pied on commence à mettre du carbone dans les semelles. Crois-moi qu'à vélo le carbone dans les semelles ça existe depuis un petit bout de temps. Pour revenir sur ce débat là des pédales automatiques, personnellement je me suis jamais posé la question, c'est-à-dire que j'ai acheté un vélo et je me suis fait très largement influencer par tous mes amis cyclistes qui m'ont dit t'achètes un vélo de route, c'est pédales automatiques, c'est chaussures avec des cales en dessous. Donc moi je me suis jamais posé cette question et j'ai jamais vraiment eu le recul. Voilà, je les ai achetés, j'ai eu cette chance là. Cependant j'ai fait un peu mes petites recherches. Et on se rend compte qu'on entend parler de efficacité de pédalage, de coup de pédale, de traction, etc. Et dans les faits, en tout cas dans les limites de protocole qu'on a, hein, évidemment les sciences n'ont pas tout le temps raison, mais il n'y a pas tant de différence que ça. Alors il y a énormément de différences, sur les sprints. Par contre, à des vitesses inférieures, on se rend compte qu'il n'y a vraiment pas tant de différence. Alors, ça veut dire que de là, on a créé tout un système où on se dit, franchement, ça permet d'être hyper efficace, ça permet d'économiser, mais alors une énergie monstre, alors que dans les faits, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été prouvé. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que biomécaniquement, évidemment, il y a un avantage à avoir ce matériel-là. Évidemment, le fait de pouvoir forcer que sur un tiers du mouvement à peu près avec des pédales plates, donc ce que tu as actuellement, évidemment, ça a un impact sur la performance. Et quand tu cherches la performance, c'est-à-dire que quand tu cherches à gagner le petit pourcentage quand tu as une course de 180 km qui est hyper longue et évidemment 1% sur 180 km, en fait ça fait une énorme différence, puis même sur 90 km évidemment. Donc la performance c'est la chasse au détail. Donc si on est dans cette catégorie-là, on va vouloir investir dans ce matériel-là et ça va devenir une obligation. Mais pour tous les autres,
on n'en est carrément pas là. Et j'ai même envie de te dire, le temps que tu vas perdre à mettre tes chaussures, à courir avec tes chaussures avec ton vélo sur une zone de transition, à monter sur ton vélo, à clipser tout en roulant, tu vas peut-être perdre plus de temps que au final juste mettre tes chaussures de course à pied, faire ton vélo sur ton 40 km et gagner du temps sur toutes tes transitions. Parce qu'on n'est pas tous, c'est vrai qu'à la télé, quand on voit les triathlètes élites faire des transitions à une vitesse dingue, dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et donc, peut-être que certaines personnes en fait perdent du temps avec les pédales mécaniques, et qu'ils auraient tout à gagner à finalement avoir des chaussures de running et pouvoir économiser ce temps-là en transition. J'ai envie de te dire, moi, la première fois que je me suis posé cette question, c'est quand je me suis rendu sur un triathlon en tant que spectateur. Et évidemment, quand tu es dans l'avant du peloton, tu regardes tout le monde a des chaussures Eclipse. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, dans le peloton des gens qui participent à ces courses-là, énormément de gens ont des pédales plates avec directement leurs chaussures de course à pied dessus, parce qu'ils ont très vite compris qu'en réalité, ils gagnaient pas de temps que ça. Donc, j'ai envie de dire que là, sur ce point-là, l'empirisme aussi a apporté déjà une réponse chez ces personnes depuis un petit bout de temps. Non, mais il faut faire preuve d'humilité, je pense. Et puis, quand tu débutes et que tu n'as pas forcément encore les bons réflexes, moi, ce qui est mon cas, j'assume totalement le fait de ne pas avoir de pédale mécanique tout de suite, parce que je préfère, plutôt que pour me conformer et faire comme les autres, avoir un matériel qui m'est vraiment adapté. Et quand je serai à l'aise, à partir du moment-là, je ferai cette transition-là, mais je ne vais pas le faire par pure pression pour avoir envie de faire comme tout le monde. Pour moi, ça n'aurait pas de sens de faire ça. Et je peux que conseiller tout le monde d'avancer à son rythme. Surtout que le vélo, ça fait un petit peu peur. Et puis, peut-être que dans un épisode, on pourra parler des compétences nécessaires à un bon triathlète. Et c'est vrai que l'aisance en vélo, le fait de manier son vélo, c'est une compétence qui est hyper intéressante. Et commencer avec des pédales plates, si jamais on a vraiment très peur, ça peut être une des solutions. Et le message est passé. Avancez à votre rythme. Ne vous souciez pas du regard des autres. Si vous êtes plus à l'aise avec les pédales plates, c'est tant mieux. Vous allez beaucoup plus progresser et être à l'aise avec ça. Donc, foncez. Ne vous préoccupez pas du reste. Tristan, en ce moment, tu sais, je suis en pleine réflexion pour l'investissement, l'achat d'un home trainer. Alors, c'est le best-seller depuis le confinement. D'ailleurs, c'est en rupture de stock dans beaucoup de magasins ces derniers temps. Est-ce que tu penses que c'est un achat utile, le home trainer ? Je le rappelle, le home trainer, c'est un espèce de tapis roulant pour vélo. Ouais, c'est ça exactement. Tu mets t'enlèves ta roue arrière de ton vélo ou alors tu la gardes, tu la fixes en tout cas sur un matériel qui te permet de pédaler en intérieur. Sur les home trainers, là, on va avoir plusieurs gammes de prix. Ça va de quelques centaines d'euros à un tout petit peu plus de 1000 euros sur les plus chers. Tu vas en avoir des connectés, tu vas avoir des non connectés, tu vas en avoir des plus ou moins bruyants. Voilà. Il va y avoir plusieurs petites qualités que tu vas vouloir rechercher sur ton home trainer. Pour moi, quand je regarde un petit peu la vie des gens, quand je vois qu'on a des vies à 100 à l'heure, qu'on a très peu de temps, quand je vois que pour s'entraîner, ça commence à devenir compliqué pour mettre ça dans notre quotidien, eh bien, pour moi, le home trainer, ça devient un achat quasiment indispensable très très rapidement parce que faut pouvoir lutter contre les intempéries. En hiver, on a envie de s'entraîner mais il fait nuit. Peut-être que on peut que s'entraîner après 20h30 après le coucher des enfants, j'en sais rien. Tant de situations qui me font dire avec le recul que le home trainer c'est quand même un investissement qui est quand même intéressant. Après, on trouvera toujours les cyclistes, j'ai l'impression de faire des exceptions à chaque fois, mais toujours les cyclistes qui disent « Ah mais moi le vélo c'est les paysages, moi le vélo, j'ai pas envie de m'enfermer dans mon salon à pédaler alors que je pourrais être en extérieur ». Oui, évidemment, ça ne correspondra pas à tout le monde. De la même manière, si on n'a pas envie de progresser et que pour nous rater un entraînement, c'est pas la fin du monde parce qu'il pleut, c'est pas très grave. J'ai envie de dire, le home trainer ne correspond pas aux attentes de ces gens-là. Par contre, pour le cas que j'ai cité juste avant, pour moi, c'est vraiment un achat hyper intéressant. Énormément de gens d'ailleurs voient que dès le moment où ils commencent à être beaucoup plus réguliers à vélo, dès le moment où ils commencent à s'affranchir des intempéries, ils commencent à progresser à une vitesse vraiment, vraiment exceptionnelle juste par le fait de pouvoir s'entraîner plus régulièrement, quoi. En particulier ceux qui utilisent des home trainers, tu sais, avec un power meter, donc un analyseur de puissance intégré, ou qui ont des capteurs de puissance sur leur vélo. Là, la progression évidemment est encore plus accélérée. Tu peux d'ailleurs m'expliquer ce que c'est qu'un power meter et son intérêt, parce que je ne suis pas sûr de maîtriser cette partie-là. Oui, le power meter, c'est donc un analyseur de puissance, un calculateur de puissance. La puissance à vélo, c'est un petit peu comme l'allure en course à pied. C'est une donnée qui est invariable, même beaucoup plus que l'allure en course à pied. C'est pour ça que, mais là, on va rentrer dans le matériel de luxe, que par exemple, il y a des capteurs de puissance en course à pied maintenant, là, qu'on commence à voir arriver. La puissance, ça permet à vélo de pouvoir s'affranchir, par exemple, du dénivelé. On va pouvoir
s'affranchir du vent de face, du vent de dos, du vent de côté. Et c'est pour toutes ces raisons-là que s'entraîner à la vitesse, par exemple, à vélo, c'est pas possible. Là où en course à pied, tu peux te dire, voilà, je me fais 1 km à 12 km/h. En vélo, 1 km à 30 km/h, en fonction du dénivelé de la pente du vent, le kilomètre va être très très différent d'un point de vue physiologique. Donc au final, le power meter, de la même manière que la montre GPS permet de monitorer l'entraînement en course à pied, le power meter permet de monitorer très précisément l'entraînement à vélo. D'ailleurs, avec un petit peu de recul, j'estimerais que quelqu'un qui a une enveloppe budgétaire un petit peu restreinte, il ferait mieux d'acheter. Aujourd'hui, tu as des power meters qui sont très peu chers, très peu chers, qui commencent à être abordables avec des gros guillemets juste en dessous de 500 euros. Il y a quelques années, ça coûtait 1000-1500 euros, c'était vraiment hors de prix. Donc aujourd'hui, je dirais acheter un power meter, voilà, un petit peu en dessous de 500 euros, et acheter un home trainer bas de gamme à 100 euros, ça peut être un très bon combo quand on a une enveloppe un petit peu restreinte et qu'on a envie quand même de maîtriser son entraînement à vélo. Après, évidemment, il y a beaucoup de triathlètes professionnels qu'on entend. Par exemple, là, j'ai entendu plusieurs podcasts avec Martin Van Driel, un Belge, avec Manon Genet, une Française, une triathlète, qui disent qu'ils n'ont aucune idée de leur valeur en puissance, donc qui ne s'entraînent pas encore avec ça, qui s'entraînent avec la fréquence cardiaque, etc. Mais tous les deux ont la même conclusion. Bon, ils ont un excellent niveau, mais dès le moment où on s'entraîne avec la puissance, ça commence vraiment à devenir intéressant. On peut monitorer et faire un step à vélo vraiment énorme. Évidemment, chacun sa méthodologie. Tu trouveras toujours des gens qui disent ouais, franchement, l'entraînement avec la fréquence cardiaque, c'est ce qu'il y a de mieux. L'entraînement aux sensations, c'est ce qu'il y a de mieux. Personnellement, c'est ce que j'appelle un petit peu la méthode soviétique. C'est-à-dire que le problème, c'est que ça marche chez la majorité des gens, mais ça va pas forcément marcher pour tout le monde. Dans la grande majorité des cas, ça va marcher. Par contre, quand on commence vraiment à affiner l'entraînement, quand on cherche vraiment à être précis, la puissance à vélo, c'est de la même manière que l'allure en course à pied. Ça fait progresser tout le monde, pas seulement quelques personnes. Ok, écoute, tu parlais justement en termes d'outils, de mesures de puissance, de vitesse. Tu faisais référence aux montres GPS qu'on utilise notamment pour le running. Moi, la question que je me pose d'ailleurs, parce que tu vois, moi j'utilise une montre GPS pour mon running. Je ne vais pas citer la marque, mais c'est un modèle très très connu des coureurs. Est-ce qu'elle est adaptée finalement au triathlon? Parce que j'ai vu que j'avais un mode triathlon. Est-ce que n'importe quelle montre GPS, course à pied, de bon standing, est parfaitement adaptable au triathlon? Tu nous conseilles d'investir dans une montre peut-être plus spécialisée tri? Alors la montre, pour moi, c'est indispensable pour progresser. Donc j'insiste, pour progresser. Si on a juste envie de enregistrer ses activités et les mettre sur sa plateforme d'entraînement favorite, on n'en a pas forcément besoin. On peut faire ça avec son téléphone. Le truc, c'est que la montre, on a souvent besoin d'une montre moins chère déjà que ce que l'on pense réellement. Une montre chère, c'est très souvent une coquetterie. Comme je l'ai dit, achat plaisir. On a le droit, ça fait partie du matériel de luxe. Franchement, je ne jetterai jamais la pierre pour ça. Par contre, voilà, il faut l'accepter, et il y a beaucoup de fonctionnalités que les montres très bas de gamme ont déjà. Par exemple, j'imagine que sur ta montre, tu as un cardio-fréquence-mètre poignet. J'ai envie de te dire, est-ce qu'il n'est pas forcément toujours très précis? Il y a des gens qui ont une ceinture. Imagine-toi, je viens de te dire, la vitesse à vélo, à part pour enregistrer son activité, pour maîtriser l'entraînement, tu n'en as pas forcément trop besoin. Donc déjà, ta montre a sûrement une activité vélo, mais ce qui va t'intéresser, c'est soit pouvoir avoir une donnée de puissance, soit avoir une donnée de fréquence cardiaque, donc ce que peut te donner ta montre. En natation, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, les montres en natation qui arrivent à donner les longueurs précises, personnellement, ma montre ne le fait pas. C'est-à-dire que je fais 3000 mètres, elle me dit « Ah, c'est bien, t'en as nagé 700 !» Félicitations. Évidemment, ça ne m'empêche pas de m'entraîner. Mais si je te dis ça, c'est simplement parce que là, il y a très récemment, sur les réseaux sociaux, j'ai posté une photo de ma montre, qui est une montre qui quand même coûte quelques centaines d'euros, donc c'est pas non plus un premier prix, et j'ai reçu des messages en mode « Oh, mais en fait t'as la même montre que moi, et je pensais que pour pouvoir progresser j'avais besoin d'une montre beaucoup plus chère, mais si tu en as une à ce prix là, je vois que la performance est possible. » Et là je me suis dit, mais les gens, c'est triste entre guillemets, qui s'imaginent avoir besoin de dépenser des centaines et des centaines d'euros dans un matériel qui n'est pas forcément nécessaire. Donc là, la montre est hyper importante, le GPS en course à pied, hyper importante pour avoir sa fréquence cardiaque ou la puissance si on fait partie des chanceux à vélo, et en natation. Là pour le coup, tu peux prendre tes chronos simplement, et c'est largement suffisant. À la limite, si tu n'as pas d'activité, tu comptes tes nombres de bras avec la tête. Ça peut largement suffire.
Tristan, il y a aussi un accessoire qui, selon moi, est vraiment caractéristique du triathlon. C'est même presque un symbole parce que beaucoup de triathlètes se reconnaissent, tu vois, se saluent entre eux parce que justement, ils ont cet accessoire-là. Et cet accessoire, c'est le prolongateur. Alors, il serait censé nous permettre d'être plus aérodynamique et d'avoir une meilleure pénétration dans l'air et ainsi obtenir un gain de vitesse. Pourtant, j'ai l'impression que, mis à part les triathlètes, il y a très peu de cyclistes qui l'utilisent. D'ailleurs, on voit rarement sur des courses, comme par exemple le Tour de France, des cyclistes avec des prolongateurs. Alors, est-ce que si finalement il y a quasiment que les triathlètes qui l'utilisent, est-ce que c'est vraiment si indispensable que ça ? Pour revenir sur le Tour de France, ils n'ont pas de prolongateur parce que c'est interdit. Voilà, donc déjà ça, quand c'est dit, quand tu regardes par exemple les étapes de contre-la-montre, ils sont tous sur des vélos de chrono qui ont des prolongateurs intégrés directement sur le vélo. Parce que oui, le prolongateur, là on va pas se mentir que pour la performance, c'est quand même un outil hyper intéressant. Donc le prolongateur, qu'est-ce que c'est ? Parce que je suis pas sûr que les gens le savent. C'est un adaptateur que tu vas rajouter sur ton vélo, là, sur ton cintre, pour te permettre d'avoir une position plus aérodynamique. Alors ça, c'est l'option la moins chère. Évidemment, après, tu peux acheter des vélos de contre-la-montre, donc avec des prolongateurs intégrés. On en parle juste après. En fonction des courses, ils vont pas être toujours autorisés. Par exemple, tu as des courses en triathlon où le drafting, donc le fait de rouler en peloton, est autorisé. À ce moment-là, tu vas pas pouvoir avoir des prolongateurs longs, donc dans le sens où tu peux vraiment te coucher sur les prolongateurs. Par contre, dès le moment où ils sont autorisés, là, la réponse, elle est simple. Si tu as de l'argent à mettre dedans, honnêtement, achète-en et utilise-les parce que le gain va être énorme. Et quand je te dis énorme, je ne sais pas si je pouvais te donner un pourcentage, mais il y a très moyen d'améliorer sa performance d'au moins 25%, tu vois, juste en se couchant sur ces prolongateurs. Donc vraiment, ne pas hésiter pour un petit peu moins d'une centaine d'euros, tu peux en avoir. Et alors, en occasion, quelques dizaines d'euros à peine. Ouais, d'ailleurs, effectivement, tu le disais tout à l'heure, il y a certains vélos qui intègrent directement des prolongateurs. Moi, j'en vois, c'est ce qu'on appelle les vélos contre-la-montre, que je vois beaucoup, notamment sur l'hippodrome de Longchamp. Alors ça, c'est des vélos qui coûtent généralement très très cher. Et d'ailleurs, c'est une question, moi, je me suis toujours posée, parce que tu vois, par exemple, sur certains Ironman, où il y a beaucoup de côtes, où il y a beaucoup de dénivelé, des personnes avec des contre-la-montre. Alors moi, j'hallucine à chaque fois. Est-ce que c'est vraiment utile, ce type de vélo ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces types-là ? Voilà, je sais que ça coûte très cher là pour le coup, mais alors là, les prolongateurs, c'était l'option pas trop chère. Tu vois, c'est-à-dire que si on faisait un rapport entre la qualité, c'est-à-dire le gain aérodynamique que tu avais, et le prix, là, tu aurais un rapport hyper avantageux. Le vélo contre la montre, étant donné que c'est des vélos qui coûtent cher en carbone, en général, je ne vois pas de marques qui font des vélos alu avec prolongateur. Donc là, on est sur du 2-3 000 et là, jusqu'à l'espace. Le contre-la-montre, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pour des gens qui vont aller chercher une ultra performance, qui vont aller peut-être chercher le maximum de leur capacité, ou tout du moins qui veulent se dire je veux être performant à mon humble niveau et je ne veux pas être limité par mon matériel. Et là, à ce moment-là, l'achat d'un contre-la-montre va avoir un intérêt parce que oui, il va y avoir un gain, aérodynamique, un gain de rigidité, un gain de poids. En plus de ça, sur un vélo contre-la-montre, tu as une position particulière qui permet d'économiser certaines chaînes musculaires. C'est-à-dire que par exemple, tu as en course à pied, tu vas beaucoup utiliser tes ischio-jambiers pour courir, et bien justement, tu vas te mettre dans une position où tu vas essayer de les économiser un tout petit peu. Voilà, tu as tout cet aspect-là de la performance qui va rentrer en jeu, qui va faire en sorte que ta performance en triathlon va être optimisée. Après, une fois qu'on a dit ça, si tu regardes par exemple au championnat du monde, tu m'as parlé de dénivelé, là les championnats du monde 2019 qui étaient à Nice, donc en France, avec énormément de dénivelé, le gagnant, Gustav Iden, avait un vélo aéro, donc un vélo classique sans prolongateur intégré, et il a fini premier de la course. Donc comme quoi, en fonction du profil, là tu vas pouvoir choisir un vélo adapté à ça. Alors après, il avait un vélo carbone, il avait un bon vélo, et j'ai envie de te dire, là on parle des vélos contre la montre, mais en fait dans cette catégorie-là, dans la catégorie du matériel utile, en fait je parle de tous les vélos un peu haut de gamme. Donc on va dire les vélos qui neufs coûtent un peu plus de 2 000 euros. Là, tu commences à rentrer dans des vélos qui vont être vraiment intéressants pour la performance. Et si tu n'as vraiment pas envie d'être limité par ton matériel pour afficher un beau chrono, que ce soit personnel ou que ce soit pour se comparer aux autres, par exemple, tu veux faire un podium, là, ça devient un matériel qui devient très intéressant à aller chercher.
si je devais juste finir sur le contre-la-montre, j'ai envie de te dire que les prolongateurs que tu pourrais rajouter là aujourd'hui pour quelques dizaines d'euros d'occasion, ça ferait 75% du travail. Acheter un contre-la-montre qui te coûterait plusieurs milliers d'euros, bah, ça ferait les 25% restants, voilà, les 25% de gains en plus. Le truc, c'est que quand tu cherches la performance, je l'ai dit, ça se trouve dans des détails, donc tu vas pouvoir vouloir investir tout cet argent-là, mais ce n'est pas obligatoire. En tout cas, moi, quand je vois toutes ces aides, tous ces outils aérodynamiques pour permettre d'augmenter de manière considérable ta performance, je me dis qu'en course à pied, avec les fameuses chaussures pack carbone qui font gagner 0,1%, bah, franchement, on est quand même assez à l'ouest avec le triathlon. Là, voilà, ça fait longtemps que vous avez passé ce débat moral. Oui, quelques années, ouais. Pour vous êtes très à l'aise avec ça. Hein, donc, Bah, tu sais, si tu regardes les vélos, d'ailleurs c'est marrant parce que tu as différentes branches de vélos qui se développent. Tu as les vélos qui sont spécifiques triathlon et tu as des vélos qui sont de contre-la-montre aussi, mais qui sont utilisés sur les courses de fédération de cyclisme, et tu te rends compte qu'en fait les deux évoluent dans des directions hyper différentes, simplement parce que tu as un vélo qui est réglementé et tu as l'autre vélo où la seule contrainte c'est juste d'aller le plus vite possible. Donc tu vas voir, par exemple, je prends le P5X de chez Cervélo, où la géométrie, tu regardes le vélo, tu es en mode c'est pas un vélo, ça c'est une Batmobile à la limite, mais voilà, tu as des géométries. Sipo aussi fait des vélos un petit peu différents, et quand t'as pas de limite et que la seule limite c'est juste d'avoir des pédales et deux roues, bah, tu vois que les constructeurs commencent à aller vers des dérives un petit peu compliquées. Allez, on va mettre des moteurs bientôt. On va plus s'embêter. Il y en a qui s'embêtent déjà pas, mais pour l'instant, en tout cas, non. Vraiment, ce sur quoi je veux appuyer, c'est le fait que le vélo n'influencera pas tes progrès. C'est-à-dire que tu peux très bien rouler là sur un vélo à 300 € pendant 2 ans, tu vas progresser en tant qu'athlète, et ça je veux vraiment appuyer sur ce truc-là. Et le jour où tu auras l'argent, ou je sais pas, ta grand-mère t'offre pour Noël, parce que tu as une grand-mère hyper sympa, un vélo riche. Ouais, voilà, c'est ça. Un vélo, voilà, de très bonne qualité qui va permettre de t'exprimer sur une course. Là tu vas exploser, mais en fait c'est pas parce que tu t'entraînes sur un vélo pas cher que tes progrès ils sont cheap aussi, enfin que tes progrès sont pas chers. C'est-à-dire que les progrès sont les mêmes pour tout le monde, que ton vélo il coûte 300 € ou 3000. Tristan, est-ce qu'on peut parler maintenant un petit peu de la natation, parce qu'il y a peut-être des équipements qui peuvent nous aider à être plus performants ou plus à l'aise dans l'eau. Tu sais, il y a eu dans les années, fin des années 2010, je crois, on avait eu cette polémique avec les combinaisons aussi qui n'étaient pas réglementaires. Et voilà, est-ce qu'il y a des choses aussi à savoir en termes d'équipements peut-être un peu plus premium sur la natation? Est-ce qu'il y a des choses à savoir? Ouais, en natation, je dirais 2 équipements. Donc, tu as parlé de combinaison, c'est le premier. Quand tu es sur une compétition, la combinaison, pour moi, si elle est autorisée, bah, tu as tout intérêt à en mettre une, surtout pour les débutants, parce que quand tu débutes, le problème principal que tu as, c'est de rester à la surface de l'eau. Hein. L'instinct de survie va prendre le dessus, et ça va être ta priorité numéro 1. Et si tu n'as jamais mis de combinaison, tu peux très mal ressentir ce que c'est. Je me souviens, tout le monde me disait ça. Oh, la combinaison, tu vas voir, ça va t'aider. Oh, la combinaison, ça va t'aider. Je me disais, ça peut pas non plus être magique. J'ai mis une combinaison, ça m'a aidé. Donc oui, en effet, là sur un milieu de gamme, on va parler de 200, 250 €, quelque chose comme ça. Tu peux en trouver des moins chers, évidemment. Là, le but principal, ça va être la flottaison. Après, quand tu vas aller sur des modèles plus haut de gamme, donc là, on va rentrer dans les matériels de luxe, on peut monter à 500, 600 €. Là, ce que ça va faire, c'est pas seulement la flottaison, mais ça va dégager les zones des épaules, histoire de limiter ta performance. Voilà, tu vas aller chercher d'autres caractéristiques que tu vas pas forcément aller chercher dans un premier temps. Pour moi, ouais, ça peut être un matériel utile, surtout pour les gens qui débutent ou qui sont même modérés, même avancés, hein, d'un point de vue performance sur le triathlon. C'est nécessaire. Après, si par exemple tu es dans un pays ultra chaud où toutes les courses que tu fais, l'eau est à plus de 24 degrés, bon bah sache que la combinaison sera à chaque fois interdite. Peut-être que l'achat ne sera pas utile. Deuxième petite chose, ça va être le matériel pédagogique de nage. Donc je parle dans un premier temps palme, tuba, vraiment hyper intéressant, et dans un deuxième temps les plaquettes et le pull boy, qui eux aussi peuvent être intéressants, mais vraiment dans un second plan. J'ai entendu là, très récemment Vincent Louis qui disait que lui, le moment où il a le plus progressé en natation, c'est le moment où pendant 2 ans il n'a rien mis, il nageait juste à sec comme ça. Le truc, c'est que Vincent Louis, qui est un nageur de base, quand il était petit, il était nageur. Évidemment, quand après 15 ans de natation, il retire le matériel, il se focalise sur sa technique, il va avoir des bénéfices. T'imagines bien que toi qui vas en plus commencer la natation, quand tu vas avoir besoin de schémas pédagogiques pour comprendre comment attraper l'eau, pour comprendre comment t'aligner, pour comprendre comment te propulser, bien j'ai parlé du tuba et des palmes, ça va être hyper intéressant. Quand tu vas par exemple te mettre sur un éducatif et que tu vas utiliser tes palmes, bien le but c'est par exemple tu veux
tu veux te concentrer sur un mouvement de bras, le fait d'avoir les palmes, tu vas supprimer un stress qui est la propulsion. Tu n'auras pas besoin d'agir fort sur ton bras pour te propulser vers l'avant. Te propulser vers l'avant, c'est souvent le gage de rester à la surface. Donc ça va être hyper intéressant. Un autre stress, le stress de la respiration. Donc le fait de mettre un tuba, si tu as envie de te concentrer sur un mouvement de jambe ou un mouvement de bras et que tu n'as pas envie de respirer sur le côté toutes les 5 secondes, mettre un tuba, ça retire un stress. Et d'un point de vue pédagogique, c'est hyper intéressant quand, évidemment, c'est utilisé de la bonne manière. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter sur notre liste de matos utiles ? Là, j'ai envie de te dire que d'un point de vue vraiment matériel, on a quand même bien fait le tour. Je vais quand même en rajouter un qui n'en est pas vraiment un, c'est le réglage du vélo. Donc le réglage du vélo, en général, quand on achète un neuf, il est fait d'office, c'est-à-dire qu'on fait une analyse statique. Bon, c'est pas forcément optimal, mais ça permet de mettre le vélo dans des bonnes conditions de base. Quand tu l'achètes d'occasion, évidemment, tu n'as pas cette chance. Mais dans un premier temps, ça va éviter les blessures. Avoir une bonne position sur le vélo, c'est hyper important en fonction du projet que tu as avec ton vélo, la performance, le plaisir, ne pas te blesser. Tu vas pouvoir optimiser ta position parce que les blessures, on va pas se mentir, chez le sportif, et ça c'est pareil pour tous les sports, la blessure c'est vraiment le fléau qu'il faut essayer d'éviter, et une mauvaise position sur le vélo, ça peut arriver. Là il y a quelques années, tu vois, c'est marrant parce que j'avais la selle trop haute par exemple sur mon vélo et je me suis pas blessé à vélo. Par contre en course à pied, ça a commencé à me faire un syndrome de l'essuie-glace et je comprenais pas. J'étais hyper progressif en course à pied, il y avait rien qui déconnait. J'ai arrêté la course à pied quelques semaines, j'ai repris, rien n'avait changé. Simplement en modifiant la posture sur mon vélo, ça a réglé le problème en course à pied. Donc tu vois, il peut même y avoir des interférences, c'est le fait de faire plusieurs sports, il peut y avoir des problèmes comme ça. Donc voilà, pour moi un matériel qui est utile, que tout le monde devrait avoir au moins pour limiter les blessures et au mieux pour améliorer la performance, c'est une analyse posturale sur son vélo. Ok, bon Tristan, j'ai quand même l'impression que là, avec cette liste de produits optionnels, l'addition elle commence à monter légèrement. Et justement, en parlant d'addition salée, si on veut aller rêver un peu et s'imaginer avec un matos de pro, quels conseils tu peux nous donner pour vraiment se faire plaisir si un jour on gagne le loto? Qu'est-ce qu'on doit investir dans quoi? Allez, si on regarde pas du tout la dépense et qu'on veut se faire un petit kiff. Ouais, là, on va commencer à rentrer dans le rêve. Là, quand tu parles des outils qui vont arriver à des triathlètes, tu vas voir leurs petits yeux qui vont commencer à briller. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est voilà. Là, on est dans des choses qui sont plus du tout nécessaires. Ça, on a quitté ça depuis quelques dizaines de minutes déjà. On va vraiment rentrer dans des choses que très peu de gens ont besoin. Par contre, que beaucoup de gens en veulent et ont envie. Et ça, je peux le comprendre. Moi, le premier. On va commencer par le textile. On en a parlé au tout début de vidéo parce que le textile, on est obligé d'avoir un minimum pour pouvoir s'entraîner. Mais évidemment, quand tu commences à avoir un petit peu d'argent et que tu commences à t'investir dans le triathlon et que tu comprends que tu as envie d'y passer du temps, que tu as envie de mettre ça dans tes priorités, évidemment, tu vas vouloir aller chercher du matériel de plus en plus performant. D'ailleurs, il y a quelques petits textiles, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans le matériel utile, mais j'aurais pu limite le mettre là, c'est-à-dire du textile qui commence à être un peu plus aérodynamique, un peu plus léger en course à pied. Par exemple, si je te prenais l'exemple de Cameron Wurf, alors ça ne doit pas te dire grand-chose, c'est le recordman du parcours vélo à Kona, donc Kona qui est les championnats du monde sur circuit Ironman. Cette personne-là, il dit simplement que si on lui donnait une enveloppe pour s'équiper, l'une des choses dans laquelle il investirait le plus, bien avant les roues ou ce que tu veux, ça serait sa tenue. Parce que d'un point de vue aérodynamique, la résistance à l'air quand tu avances à vélo, 80% vient du corps et 20% vient du vélo. Donc si tu améliores l'aérodynamisme de ton corps dans l'espace, tu vas commencer à pouvoir améliorer très significativement ta performance. Donc évidemment, tu as des textiles qui sont très techniques à prix modéré, là, ce que je pourrais mettre dans la catégorie utile. Et après, là, tu en as à plusieurs centaines d'euros. Tu as parlé tout à l'heure des chaussures là, avec plaque carbone qui commencent à coûter un peu plus de 200 euros. Tu vois, ça serait du luxe par exemple. C'est pareil pour le textile. D'ailleurs, je parle de plaques carbone, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les chaussures à vélo, même chose, les plaques carbone sur les semelles de vélo, ça existe depuis déjà des générations. Et ça aussi, pour moi, ça fait partie du matériel de luxe, très simplement. C'est-à-dire que tu vas gagner quelques petits grammes sur tes chaussures, tu vas peut-être gagner un tout petit peu en rigidité, pouvoir tester les deux. En réalité, ceux qui peuvent percevoir la différence, c'est vraiment qui pédale fort. Donc voilà, c'est pour ça que je mets ça dans le matériel de luxe.
Et il y a aussi évidemment les vélos, parce que là, ça peut monter très très vite. Tu as des vélos à 2 à 3 000 euros, mais moi j'en ai vu même à plus de 15 000 euros. Donc, Ouais, 2-3 000 euros, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment des vélos qui commencent à être vraiment de très très bonne facture et qui vont très peu limiter ta performance. Après, évidemment, si tu veux encore moins limiter, tout à l'heure j'ai parlé d'un ratio entre le gain et le prix que ça te coûte. Là, le ratio entre les deux commence à diminuer énormément. Pour moi, sur un vélo, il faudrait différencier 5 parties. Dans la première partie, tu aurais le cadre qui est hyper important. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu commences à acheter un vélo cher, tu vas gagner en légèreté énormément, tu vas gagner en dynamisme, en rigidité. Le deuxième, ça va être le poste de pilotage. Donc tout à l'heure, je t'ai parlé de vélo de contre-la-montre, ce qu'on appelle le cockpit, donc là où tu vas avoir tes prolongateurs, ton cintre, etc. Cet aspect-là est hyper important, déjà pour la position et aussi pour des gains aérodynamiques. Très souvent, on parle par exemple... je sais pas, on pourrait parler d'un matériel de luxe, genre le casque aéro, tu sais, les casques hyper longs là vers l'arrière. Dis-toi qu'un poste de pilotage aérodynamique te fera gagner beaucoup plus d'efficacité dans l'air que un casque profilé. Donc ça, pour moi, c'est mon deuxième. Et le troisième, ça va être les roues, dont on va parler juste après. Après, vient des choses qui sont un peu moins indispensables. Je pense à la transmission. La transmission, c'est ce qui permet de passer les vitesses, le système de freinage. Tu vas en avoir du simple au double. Dis-toi que pour ça... c'est pas vraiment indispensable sur un vélo, ça va pas vraiment jouer sur ta performance, ça va jouer sur ton aisance à vélo et le plaisir que tu prends à rouler, mais ça s'arrête là. Et en dernier, les pédales, même chose, il faut du carbone un peu partout. Tu veux trouver des pédales en carbone qui coûtent un bras. Là encore, gagner quelques grammes, un petit peu de rigidité, pour moi ça vient après. Donc tu m'as parlé de vélo à 15 000 euros, voilà, pour moi c'est ça la différence entre 2 000, 3 000, 15 000. La différence elle est pas si grande, et si tu devais prioriser, voilà, je te répète, dans les 3 premiers, regarde le cadre, le poste de pilotage, les roues. Et dans un second temps, tu vas avoir la transmission. Quand je te dis la transmission, c'est que sur un vélo, juste entre une transmission bas de gamme et haut de gamme, tu peux avoir des amplitudes de 3 000 euros, quoi. Donc, c'est pour ça, vraiment, ne te focalise pas là-dessus, d'après moi en tout cas. Et enfin, les pédales. D'ailleurs, quand je te parle de vélo cher, je vais te donner une petite indication là, qui va sûrement te faire plaisir. Le premier contre-la-montre que j'ai acheté, je l'ai payé 0 €. Et pourtant, c'était un vélo neuf qui coûtait 12 000, simplement parce que je l'ai acheté d'occasion. Je me suis entraîné avec quelques mois, j'ai fait ma course avec, d'ailleurs qui est toujours à ce jour mon record propre sur 70.3, et 3 mois après, je l'ai revendu au même prix où je l'ai acheté, j'ai dépensé 0 €. Donc voilà, là, tous les gens là, qui pensent que le triathlon c'est cher, voilà, soyez malins. J'ai même gagné de l'argent. Ouais, j'ai essayé de le vendre plus cher, mais non, j'ai été mauvais en négociation. Justement, tu parlais des roues aussi, Tristan, je sais que j'ai regardé un peu les roues, les prix, j'ai pris peur. Est-ce que c'est vraiment utile ou pas ? Ouais, là les roues d'occasion 500, 800 €, et elles ont déjà roulé 9. Alors là c'est peut-être là où tu as tourné un peu de l'œil. 1500 pour les moins chers, 3000 pour les plus technologiques. Pour moi, avoir des roues carbone, on va voir ça d'un point de vue un peu simpliste. J'ai jamais vu quelqu'un gagner avec des roues en aluminium. Donc c'est-à-dire qu'il y a un intérêt non négligeable sur la performance. Tu vas avoir un gain en rigidité, un gain en aérodynamisme pour certaines. Tu vas avoir un gain en inertie et surtout un gain en poids qui va faire la différence et qui rentrerait presque dans le matériel utile pour les gens ultra compétiteurs. Donc pour ceux qui débutent, alors là, mais n'envisagez même pas cet achat-là. Mais voilà, acheter par exemple, on a envie de ne pas être limité dans notre performance par notre matériel. Voilà, on peut acheter une petite paire de roues en carbone qu'on peut par exemple sortir exclusivement sur ses courses. Ça peut être, pour moi, c'est un achat qui n'est pas déconnant, quoi. Est-ce qu'on a fait le tour du coup ? Écoute, ouais, on a fait le tour. On a vraiment parlé de tout. Là, on a parlé textile, on a parlé matériel. Non, en vrai, je vois rien d'autre. Bon, écoute, maintenant on sait où est-ce qu'on peut dépenser nos petites économies ou comment garnir notre liste de Noël. Merci en tout cas Tristan, on s'est aperçu que finalement le triathlon, il y en a pour toutes les bourses. Peu importe son budget, on va pouvoir s'y retrouver et surtout, on peut y aller par étapes. Pas besoin de tout acheter tout de suite. Prenons notre temps, c'est peut-être pas plus mal de faire comme ça. Écoute, sur ces belles paroles, je te propose qu'on passe à l'instant lifestyle. Est-ce que tu es OK ? Ouais, c'est parti. Dans la tête d'un triathlète, l'instant lifestyle. L'instant lifestyle, c'est votre rendez-vous pour avoir tous les bons plans du monde du triathlon, que ce soit une application, un livre, un film ou encore un bon tuyau. Tristan, qu'est-ce que tu as trouvé pour nos auditeurs pour ce 4e épisode maintenant ?
Aujourd'hui, je vais pas te parler d'un matériel précis, je vais te parler de plusieurs matériaux, plusieurs marques, tu vas voir. Aujourd'hui, on vit dans un monde de représentation, hein, évidemment, et le pouvoir marketing est très intéressant pour les marques, évidemment. Donc, quand tu vas regarder, par exemple, tes athlètes favoris, tu vas voir, pour l'instant, c'est des coureurs, mais très vite, ça va devenir des triathlètes. Et ils sont tous sponsorisés par des marques. Et tu vas voir que très vite, tu peux te dire, celui qui gagne, c'est forcément celui qui peut aussi avoir le meilleur matériel. Donc tu vas essayer de te renseigner pour avoir peut-être le même matériel que lui ou le même matériel qu'elle. Voilà, le matériel du triathlète le meilleur ou tout du moins de ton athlète préféré. J'ai juste envie dans cet instant lifestyle de faire un petit retour aux choses. Les sponsors, pour les athlètes professionnels, c'est ce qui leur permet aussi de vivre. Donc c'est normal qu'ils utilisent ce matériel-là. C'est parce que très simplement, ils sont garants de leur image et ils disent je mets en avant votre marque et en échange, vous me permettez de vivre en tant que sportif. Donc à la fois, c'est hyper important, mais à la fois, il ne faut pas non plus se faire duper. C'est-à-dire que, par exemple, je prends Yann Frodeno, le champion du monde Ironman, 3 fois champion du monde et médaillé olympique en 2008, il a des sponsors sur lui. Donc quand j'arrive en triathlon, je pourrais très bien me dire si j'ai envie de performer, je vais prendre exactement le même casque, le même vélo, la même trifonction, les mêmes chaussures, et comme ça, je serai équipé de manière optimale. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait penser, et c'est pour ça que je veux juste faire un point dans cet instant lifestyle pour le rappeler, très simplement. Après, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que ces marques-là, si elles n'existaient pas, le monde professionnel du triathlon vivrait extrêmement mal. Donc on peut aussi très bien dire cette marque, elle sponsorise mon athlète préféré. Et bien à ce moment-là, il y a aussi pas un remerciement, mais c'est-à-dire que je sais qu'elle ne limite pas la performance puisque mon athlète favori est performant. Et juste pour remercier aussi, ça peut faire partie. Je peux penser à acheter cette marque-là. Voilà, il faudrait plus être dans cette dynamique-là plus qu'autre chose. Ouais, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. C'est vrai que des fois, on peut avoir ce côté un petit peu irrationnel de choisir les équipements, pas forcément pour les bonnes raisons. Et peut-être avoir, avec un effet halo, projeté des compétences qui ne sont pas forcément légitimes. C'est ça. Donc ça c'était mon petit instant lifestyle entre guillemets. Et toi Guillaume, qu'est-ce que tu nous as prévu ? Écoute, moi je vais parler d'un site internet Alors quand j'ai voulu m'équiper, je pense comme peut-être beaucoup de triathlètes, jeunes triathlètes, la question du vélo s'est quand même assez rapidement posée. En plus, j'avais très à cœur d'avoir un beau vélo de route. Voilà, je voulais pas dépenser des milliers et des cents parce que j'avais un budget qui était assez limité. Et donc, je suis parti dans les magasins, je suis parti de faire le tour. Et j'ai un ami de triathlète avec de l'expérience qui m'a dit « Guillaume, pour un premier vélo, moi, je te conseille de faire plutôt qu'acheter un vélo neuf, c'est d'acheter un vélo d'occasion. Déjà pour voir si tu vas pas, au bout de 2-3 semaines, lâcher l'affaire et du coup pas avoir dépensé des milliers et des cents pour rien. Donc, opte vraiment pour un vélo d'occasion. Tu verras, il y a vraiment la possibilité de faire des économies et c'est vraiment l'achat malin. Donc, moi, j'ai pas l'habitude d'acheter d'occasion. Et il m'a conseillé un site, parce que généralement, il y a des sites de petites annonces qui sont très connus en France. Lui, il m'a recommandé un site que je ne connaissais pas. Alors, peut-être très connu du monde des cyclistes, mais peut-être moins de moi qui vient du vélo, qui vient de la course à pied, qui s'appelle Troc Vélo. Donc le site c'est www.troc-vélo.com et donc c'est un site vraiment spécialisé dans le vélo d'occasion. Et très très bon plan, puisque moi j'ai acheté un vélo qui vaut à peu près 1100, 1200 €. J'ai acheté 350 €, donc vraiment une belle économie. Et en plus, c'était un vélo secondaire d'une personne qui l'avait dans sa résidence secondaire, donc quasiment neuf, qui a très très peu servi. Et voilà, il avait juste changé son vélo. Premier vélo, du coup son vélo actuel devenait le vélo de la résidence secondaire et le vélo de la résidence secondaire n'a plus d'utilité et il était quasiment neuf, donc j'ai fait une super affaire, je le regrette pas du tout. C'est un Trek, alors j'ai pas le modèle précisément en tête mais je le mettrai sur mes réseaux sociaux et du coup j'ai économisé, j'ai considérablement réduit la note, j'ai payé 350 balles, donc très très bon tuyau. Après évidemment n'hésitez pas à vous faire conseiller par un ami qui s'y connaît pour pas acheter un vélo qui a peut-être été accidenté ou un vélo qui a pas été suffisamment assez bien entretenu. Donc voilà, n'hésitez pas à partager les annonces que vous avez trouvées ou à venir avec un ami. Moi, c'est mon cas. Je suis allé avec un ami qui s'y connaissait, qui m'a dit vas-y, tu peux y aller parce que je ne le connaissais pas. Et voilà, j'ai fait la petite recherche et vraiment, je le conseille fortement. Ouais, ça, l'occasion, c'est vraiment un outil hyper puissant si on veut faire des grosses économies. Les soldes, ça c'est pour les débutants. Et quand on commence à toucher à l'occasion, là, comme tu l'as dit, il faut avoir une certaine expertise pour pouvoir analyser le produit qu'on achète. Troc Vélo, ouais, je connais plutôt bien. Tout à l'heure, là, je t'ai parlé du vélo à 0 €
que j'avais acheté, cet achat-revente, je l'ai fait par Troc Vélo. Donc ouais, j'achète aussi pas mal de petits équipements qui sont pas nécessaires à acheter neuf. Je passe par cette plateforme les yeux fermés. Ok, écoute Tristan, merci infiniment pour cet épisode et puis à donner rendez-vous à la prochaine aventure. Ouais, à la prochaine Guillaume. Salut, à très vite. Salut à tout le monde.